On y va désormais avec la chronique de Georges Goma. Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Georges Goma, bon matin. Bon matin, Dominique. On est de bonne humeur, il fait beau dehors, le soleil commence à être plus présent. Ça va bien ce matin. Mais ça va très bien ce matin et d'autant plus, je pense qu'on est à peu près à 8 degrés, non? Oui, on a 7 degrés présentement. 7 degrés, voilà. Et c'est ça, je regardais, les moyennes de saison sont de 2 degrés. Habituellement, il fait 2 degrés en journée, ouais. Un 15 novembre comme ça, donc on est bien chanceux. On est bien chanceux. Allez, on en profite. Georges, t'es comme tout le monde, hein, t'as été un peu soufflé, étonné, je présume, de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump qui accède finalement, contre toute attente, à la Maison-Blanche. Et pour cette chronique d'Afrique noire, on déroge un peu de la thématique qu'on avait entamée sur les diasporas africaines, parce que tu t'es intéressé cette semaine au vote des Afro-Américains aux États-Unis. Absolument. Bon, je ne suis pas étonné outre mesure, un peu déçu par l'élection de Trump à la présidence des États-Unis, connaissant la personne et ce qu'il incarne et ce qu'il dit à ceux qui veut l'entendre, il le dit ouvertement, il est ce qu'il est. On a bien peur du populisme, du racisme, de l'extrême droite, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas étonné par son élection, parce que ça va dans l'air du temps. Quand on regarde un peu dans le monde entier, en Europe notamment, ouais, on voit les partis d'extrême droite qui font de mieux en mieux. Absolument. Donc, je vais adopter quand même un œil de sociologue, un sociologue qui fait un peu de l'histoire sociale. Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas étonnant. C'est cette Amérique-là qui est extraordinaire, mais c'est cette Amérique aussi qui est étonnant. On parle du vote noir aujourd'hui. Eh ben, le vote noir a toute une histoire aux États-Unis, à ne pas s'en douter. Et si beaucoup de gens ne savent pas que les Noirs ont d'abord voté beaucoup républicains à l'origine. Si on remonte dans l'histoire d'abord, je veux pas te poser de colle, mais à quel moment est-ce que les Noirs ont obtenu le droit de vote aux États-Unis? Bon, les Noirs, le point, il faut savoir que les Noirs aux États-Unis avaient, en fait, comment je peux dire ça, tous les Noirs n'avaient pas les droits en même temps. Il y avait des Noirs qui avaient beaucoup plus de droits que d'autres. Ça dépendait de la classe sociale. Ça dépendait de la classe sociale, ça dépendait d'un certain nombre de choses aussi, que je ne peux pas détailler ici. Et puis l'Amérique, c'est beaucoup d'États aussi, et chaque État avait sa dynamique. En effet, oui. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est des grands points dans l'émergence des Noirs dans la scène publique aux États-Unis. Depuis, n'est-ce pas, un des points tournants, c'est quand même 1865. 1865, c'est la fin de la guerre civile. Et la guerre civile se justifie par quoi? La guerre civile oppose, n'est-ce pas, les républicains et les démocrates de l'époque. On pourrait même dire, pour être plus correct, les unionistes, c'est-à-dire les partis du Nord, et les confédérés, les partis du Sud. Ce point-là est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et là, le grand nom, c'est quoi? C'est Lincoln. Lincoln qui est élu président des États-Unis en 1860. Okay. Et Lincoln qui dit que je crois qu'il est temps aujourd'hui, dans les rapports entre les races, notamment les Noirs et les Blancs, que nous allions vers une sorte d'égalité. Donc c'est Abraham Lincoln qui a rendu illégal l'esclavage. Non, pas légal, illégal. Illégal, oui. Illégal, absolument. Le mouvement est parti de Lincoln qui amorce cela. Et la fin. C'est un républicain aussi, Lincoln. Absolument, c'est un républicain. C'est là où il faut comprendre la chose que les gens doivent comprendre. À partir de là, la guerre civile est gagnée par les unionistes. Le nord des États-Unis est industriel, l'économie est basée sur l'industrie.
Le sud des États-Unis l'économie est basée sur la plantation. Donc, tu comprends très bien que les mouvements des Noirs qu'on amène, ça atteint d'abord la côte Est, la proximité géographique par rapport à l'Afrique. C sont donc les États de l'Est, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride et tous ces États-là. Et les Noirs, les esclaves s'installent sur ces côtes-là et aussi au centre, vers l'Est, l'Ouest là-bas, la Californie, c'était trop loin quand même. C'était trop loin. Alors, donc, après la guerre civile, les Noirs ont participé à la guerre civile, les unionistes gagnent, ils imposent la loi à tous les États. Et il faut savoir quand même que les causes de la guerre civile aux États-Unis, c'est quand même la volonté demandée par le Nord d'arrêter avec l'esclavage. Il y avait vraiment une opposition entre le Nord et le Sud. Il y avait, l'opposition était claire, parce que même dans l'histoire des Noirs, il y en a qui fouillaient. Quand ils fouillaient, les fugitifs, ils allaient vers le Nord, parce que là-bas, il y avait beaucoup plus de liberté que dans le Sud. Donc ce point est très important. Et les unionistes, c'est les républicains. Donc, évidemment, après la guerre civile, c'est la période Jim Crow qui commence. C'est-à-dire que, d'accord, il y a eu l'abolitionnisme, il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais les Noirs sont toujours là. Et puis il y a une expression qu'ils utilisent. Equal but separate. Bon, d'accord, nous sommes des égaux, mais nous sommes séparés. Mais malheureusement, les Noirs seront discriminés encore longtemps. Bien sûr que oui, c'est évidemment la période, ce qu'on appelle Jim Crow. La période Jim Crow, c'est la période ségrégationniste aux États-Unis. Et cette période-là qui a couru jusqu'à pratiquement la fin des années 50 et le début des années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Déjà, le fait que les républicains ont fait quand même le mouvement, ça fait que les Noirs se sont agglutinés vers les républicains qui ont porté un peu ce mouvement-là. Mais il arrive, comment est-ce que les républicains dans l'histoire des États-Unis, c'est les gens qui ont plus gardé le pouvoir que les démocrates? Ça, c'est clair et net. Maintenant, venons un peu plus proche de nous. Oui. C'est-à-dire en 1936. Voilà encore un point très important pour saisir un peu, n'est-ce pas, ce vote noir-là entre les républicains et les démocrates. 1936, c'est l'émergence, l'apparition, n'est-ce pas, l'intérêt que les Noirs accordent désormais au Parti démocrate. Et qu'est-ce qui a dû se passer? Il y a eu 1929, c'est-à-dire le krach boursier de New York qui plonge les États-Unis dans une situation de crise presque jamais vécue. Hein? La pauvreté augmente à un rythme exponentiel. Un peu comme on l'a vu en 2008. À peu près. Mais de 1929, c'était vraiment trop fort. C'était trop fort. Mais sur le plan politique qui émerge, c'est Franklin Delano Roosevelt. Voilà encore un personnage très important pour bien comprendre, évidemment, la valse, n'est-ce pas, de l'intérêt des Noirs pour soit le Parti démocrate, soit le Parti républicain. Alors, Roosevelt arrive avec le New Deal. La politique, une politique sociale, appelée le New Deal, la reconstruction du pays, on donne du travail aux gens, et puis ainsi de suite, les Noirs, et puis Eleanor Roosevelt, la première dame des États-Unis à ce moment-là, tout le monde sait très bien que Roosevelt était malade. Il avait la poliomyélite, qui réduisait un peu son activité politique, mais qu'à cela ne tienne, il y avait Eleanor Roosevelt, sa femme qui était à la Maison Blanche, mais qui ne faisait pas que des actions humanitaires, mais qui portait vraiment certains dossiers très importants. Absolument. Certains dossiers très très importants. Et d'ailleurs, le Social Security Act de 1934 aux États-Unis, qui a construit, n'est-ce pas, l'État-providence américain, c'est Roosevelt avec un travailleur social qui l'ont mis en place. Alors. Et qu'est-ce qui a changé sous la présidence de Roosevelt pour les Afro-Américains? Voilà, mais c'est là où j'en veux en venir. Ce qui a changé, c'est le programme social ambitieux, très ambitieux, qu'il a mis en place. C'est-à-dire que les Noirs, finalement, se sont reconnus puisqu'ils ont senti quand même un léger mieux dans leurs conditions de vie. On leur a donné accès au marché du travail. Au marché du travail, aux programmes sociaux auxquels ils n'avaient pas accès. Et soit dit en passant, affirmative action, ce qu'ils appellent l'affirmative action, là. Au départ, ce n'était pas fait pour les Noirs. C'était pour les Blancs qui venaient de guerre et qu'il fallait reclasser. Et après, la politique a glissé vers les Noirs. Donc, revenons à Roosevelt. Roosevelt
Mais ce programme très ambitieux, eh bien, évidemment, Roosevelt est démocrate. Et celui qui l'a suivi après, Truman aussi, est démocrate, mais qui a continué avec le New Deal sous une autre forme qu'il appelait le Fair Deal. Parce que le New Deal, évidemment, dans un pays capitaliste, ça a traîné tellement de critiques. Une Amérique qui est individualiste, qui pousse les gens à travailler plutôt que l'État mette l'argent pour aider les gens, et qu'en fasse un programme large comme ça pour aider les gens, alors c'était contre l'éthique de l'Amérique en tant que telle. C'est pourquoi d'ailleurs, Franklin Roosevelt et Truman ont été qualifiés de traîtres à la nation, notamment avec ce qu'on appelle le macartisme. Le macartisme, c'est cette idéologie extrême droite et qui poursuivait, n'est-ce pas, les instructions, tout ce qui parlait social, tout ce qui parlait socialisme, tout ce qui parlait ce qui est progressiste était foutu en prison. Une période qui était très très forte, on a fait la chasse aux sorcières. Vous voyez? Donc ça, ce qui a fait que les Noirs désertent le parti républicain pour aller vers le parti démocrate. Mais ils sont restés avec le parti démocrate. Bien évidemment, puisque même l'élection de Trump tout dernièrement, les Noirs ont beaucoup voté Clinton. On devrait, si tu veux bien, le temps passe et on devrait se rapprocher un peu des événements qui ont eu lieu dans la dernière semaine. Donc, comment les Afro-Américains ont voté à l'élection de mardi dernier? Ma compréhension, c'est qu'effectivement, ils ont voté en majorité pour les démocrates et Hillary Clinton, mais quand même, ils ont voté un peu moins pour les démocrates et un peu plus pour les républicains par rapport à 2012. Ah oui, par rapport à 2012, absolument. Parce que 2012, c'était Obama contre Mitt Romney. Hein? Mais les Noirs ont plus voté Obama. Mais là encore, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ce que je voulais montrer, que le vote noir aux États-Unis, c'est 1996. C'est un point très très important, 1996. Qu'est-ce qui s'est passé en 1996? Qu'est-ce qui s'est passé en 1996? Évidemment, c'est la réélection de Bill Clinton. Mm-hmm. Bill Clinton élu en 1988 d'abord. Je pense, je pense si je me trompe, mais en tout cas, Bill Clinton est réélu en 96 avec un support des Noirs. Et depuis 96, ce vote noir n'a fait que augmenter jusqu'aujourd'hui. On voit que le taux de participation chez les Noirs augmente drastiquement dans les dernières années, mais pour quelle raison? Mais la raison, c'est déjà l'approche de Clinton. L'approche de Clinton, on dit bien qu'aujourd'hui que Clinton est le premier président noir. Ah oui. Ah oui, il y a cette rhétorique aussi qui a été, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas raciste, c'est pas un redneck qui l'a prononcé, mais c'est plutôt Toni Morrison. Toni Morrison, c'est cette grande écrivaine américaine, professeure de littérature, qui a le prix Pulitzer de 1988 et en 1993, je pense qu'elle a eu le prix Nobel de littérature. Toni Morrison, c'est elle qui a dit que, mon Dieu, mais regardez, ça c'est le premier noir, président noir américain. Mais quand elle dit ça, dans l'histoire, c'est rentré que Bill Clinton aurait fait des choses extraordinaires pour les Noirs. Mais c'est pas fondamentalement par rapport à ça. Quoique Bill Clinton, déjà ses bureaux à New York sont dans un quartier noir. Donc il a été très proche, ses amis avec qui il allait jouer au golf sont des Noirs. Mais quand Toni Morrison dit cela, c'est vu les origines d'abord de Bill Clinton. Les origines sont pauvres. Il vient d'une classe très très pauvre. Il est ordinaire. Il est né d'une famille monoparentale. Il est né pauvre. La classe moyenne. Joueur de saxophone. On a bien vu encore dans l'histoire aussi comment il joue au saxophone. Jeune garçon qui bouffait les McDo comme tout le monde. Donc voilà ces origines très modestes qui font même que les fameux emails dont on parle de sa femme Hillary Clinton, c'est en rapport aussi avec la condition de Bill Clinton. Donc c'est par rapport à cela que l'histoire a pensé Non, avec Bill Clinton, donc les Afro-Américains ont commencé à voter en masse et à voter démocrate. Barack Obama arrive en 2008, c'est tout un symbole. Il brise dans un certain sens un certain plafond de verre pour les Afro-Américains. Mais aujourd'hui, en 2016, on sent une certaine
déception de la communauté noire à l'égard de Barack Obama, comme s'il n'en avait pas fait suffisamment pour la communauté. Absolument. Mais d'ailleurs, quand en 2008 Obama est élu, ce n'est pas forcément l'élan des Noirs qui ont fait voter Barack Obama. En 2008, ce sont les Blancs qui ont voté Barack Obama en masse. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est important aussi, c'est le 2012 qui est aussi un point essentiel aussi avec Mitt Romney et les Noirs américains, parce qu'il faut savoir que pour les Noirs américains, à un certain moment, ils disent que Barack Obama n'est pas noir il n'est pas un African American, c'est pas un Afro-américain parce que son père est du Kenya, sa mère est américaine. Donc il y a aussi, il faut savoir que la communauté noire aux États-Unis n'est pas homogène. On voit ceux qui sont des descendants des esclaves et ceux qui sont venus aux États-Unis par l'immigration, qui sont devenus des Américains, et ces deux groupes sont étanches. J'ai passé 4 ans aux États-Unis, je sais bien, j'ai l'autorité pour le dire. Alors, donc 2008, c'est les Blancs qui l'élisent. 2012, c'est les Noirs qui vont en force pour soutenir Obama. Parce que, écoute, mais ce qui se passe, c'est que ce que tu viens de dire là est tout à fait vrai. Il y a un droit d'inventaire à faire. Il y a le bilan à faire. Quel est le bilan? Eh ben, on voit qu'il y a eu des tensions raciales importantes avec, par exemple, des policiers blancs qui ont abattu des jeunes noirs. Il y a ce mouvement Black Lives Matter qui a pris son envol il y a quelques années sous la présidence de Barack Obama. Donc, ça donne le sentiment que la condition de vie des Afro-Américains ne s'est pas tellement améliorée pendant la présidence de Barack Obama. Il suffit pas d'être président des États-Unis pour avoir tout le pouvoir de transformer les choses. L'Amérique, c'est un pays malheureusement qui reste les fameuses valeurs américaines sont des valeurs foncièrement discriminatoires. Dès le départ, les pères fondateurs bâtissent l'Amérique sur la division entre les races et ainsi de suite. Ce sont les valeurs là qui trottent jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a l'écorce de la chose qui est là et qui va pas finir parce qu'on a élu un président noir. Mais évidemment, la communauté noire américaine s'interroge sur l'héritage qu'ils reçoivent de Barack Obama. Pas grand-chose. Même nous, moi, je suis africain en tant que tel. Nous avons tous espéré que la venue de Barack Obama au pouvoir puisse changer beaucoup de choses. En dehors du fait qu'il ait dit que voilà, l'Afrique n'a pas besoin de dictateurs ou bien n'a pas besoin des hommes forts, il a besoin des institutions fortes. Voilà une énonciation qui était très fondamentale, que les Africains ont pris comme quelque chose de très essentiel qui pouvait bousculer beaucoup de choses. Mais malheureusement, quand il sort de la Maison Blanche, mais que nenni. Il n'y a rien. Les Africains n'ont rien vu puisque les dictateurs sont toujours là. En force, d'ailleurs, il les a reçus à la Maison Blanche pour dire au revoir. Et même les Noirs américains aussi en sont arrivés à cela. Donc, je pense que la société américaine est en train de vouloir dire quelque chose à travers cette élection-là. C'est pas hasardeux, mais il y a quelque chose qui se dit. C'est cette Amérique aussi foncièrement raciste et foncièrement blanche et qui semble avoir les suprémacistes, il faut le dire, et les blancs qui semblent perdre la main avec les évolutions actuelles. Mais c'est ça qui est particulier. Donald Trump a réussi à aller chercher le vote d'une certaine proportion des Afro-Américains. Je sais pas si tu as un chiffre à nous donner, mais... Oui, il y a des chiffres à donner là-dessus. Mais ce qui est particulier, c'est qu'à la fois, il y a des Afro-Américains qui ont fait confiance à Donald Trump, et en même temps, Donald Trump a aussi le soutien, justement, des suprémacistes blancs. C'est assez particulier. Non, mais la cote des Noirs qui soutiennent, qui sont restés au Parti républicain, c'est très faible. Ça y est là, c'est très faible. Il y a même une professeure de Harvard qui a écrit, son livre rapidement, la solitude des républicains noirs, qui montre parfaitement comment est-ce que les Noirs ont été traités au sein du Parti républicain, mais il y a ceux qui sont quand même restés dans le Parti républicain. Tu demandes les chiffres, le détail du vote des Noirs aux États-Unis, c'est simplement dire que Madame Clinton a quand même eu 94% du vote des Noirs, des femmes noires aux États-Unis, et les hommes ont voté à 80%. Donc c'est quand même des choses très très importantes. Les Noirs instruits ont voté à 78%, les Noirs non instruits à 82%, les Noirs femmes instruites à 91%, les Noirs femmes non instruites à 95%. Donc c'est quand même des chiffres extraordinaires malgré le fait qu'il y a une petite proportion des gens qui sont restés du côté de Donald Trump. Et aussi, Donald Trump, il faut voir que il a multiplié par 2 le chiffre de Romney en 2012.
Voilà. Donc, il a fait quand même un travail. Il a fait des gains. Il a fait des gains Parce et que les là, déceptions. En fait, Donald Trump, grosso modo, ce qu'il a dit aux Afro-Américains, c'est qu'avez-vous à perdre? Vous vivez dans la misère. Voilà. Qu'avez-vous à perdre en essayant Donald Trump? Voilà. Après 8 années d'Obama, ouais. dont vous n'avez pas senti sensiblement une amélioration quelconque. Georges Gomas, Donc, c'est tout voilà. le temps qu'on avait aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais on se retrouve dans 2 semaines pour poursuivre cette chronique d'Afrique noire. Pour les diasporas africaines. Il y a bien des enjeux Il y a à mentionner. des enjeux, absolument. Georges Gomas, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Dominique.